Il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. La Rochefoucauld. Sur ma dernière vidéo qui, disons-le, vous apprend à manipuler l'autre, en particulier les femmes, pour les rendre amoureuses, certains d'entre vous se sont offusqués. Sympa le tuto pour devenir un pervers narcissique. Juste une chose les mecs, si vous êtes obligés de manipuler autant simplement pour aimer et être aimé, scoop, l'amour n'est pas fait pour vous. Payez 50 € et cela ira plus vite. Sérieusement, c'est n'importe quoi. Je me permets tout de même de vous lire ma réponse car, je crois, elle est importante pour cerner ma position et l'essence du travail que je mène ici. Salut et merci pour ton commentaire. J'espère que tu prendras le temps de regarder mes vidéos pour voir que je parle d'absolument toutes les situations et types de profils. J'ai notamment une vidéo dédiée aux femmes pour leur éviter de se faire avoir par les manipulateurs qui les utilisent pour les jeter par la suite. Mon but est simplement de partager mes connaissances pour aider les gens. Je n'ai aucun but moral. J'expose, je ne moralise pas. C'est l'essence de mon approche. Cependant, même d'un point de vue moral, cette vidéo s'adresse aux hommes qui veulent générer l'amour chez une femme. Donc, selon toute vraisemblance, ils sont eux-mêmes amoureux. Où est le mal de mettre toutes ses chances de son côté pour vaincre la concurrence qui gravite autour de la femme désirée? Au sujet des 50 €, je ne sais pas où tu vis, mais certainement pas en France. À moins que tu sois adepte des bois. Vous le voyez, je ne suis pas là pour vous faire la morale, pour vous dire comment vivre, comment bien faire, je suis juste là pour vous partager mes connaissances que je crois relativement universelles. Vous n'êtes pas mes enfants, vous faites ce que vous voulez de mes conseils, je sais que ça peut choquer dans notre société ultra moralisatrice, mais c'est ma position. Bref, à partir de ces commentaires, j'ai hésité à répondre par un pavé concernant l'amour. Je veux dire, ces gens me donnent des leçons d'amour, mais savent-ils réellement ce qu'est l'amour? D'ailleurs, toi qui regardes la vidéo, fais pause et essaye sincèrement de définir l'amour. C'est extrêmement compliqué. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. On se demandera, est-ce que l'amour existe vraiment? Ou n'est-ce qu'une illusion idyllique générée par notre cerveau et surtout par nos hormones et notre imaginaire? La question sous-jacente qui en découle, est-ce que le couple doit réellement se baser sur l'amour? Avant de commencer, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de m'appeler ou de m'envoyer un mail pour me parler de votre situation, je serai ravi de vous aider. C'est la première fois que je parle avec ma propre voix. Dites-moi si vous préférez ma voix ou celle de l'IA, ça ne me vexera pas, je trouve personnellement que l'IA donne un côté audiobook que j'aime bien. Et enfin, n'oubliez pas de me donner vos avis en commentaire et de vous abonner. Bref, commençons. 1. L'illusion amoureuse, les hormones vous trompent. Ah, l'amour, ce sentiment exaltant qui vous fait flotter sur un nuage, n'est-ce pas? Mais détrompez-vous. Ce n'est peut-être pas votre âme sœur qui vous fait tourner la tête, mais plutôt un cocktail explosif d'hormones qui vous berne en vous jouant des tours. Bon, je vous préviens, cette partie descriptive hormonale, elle est un peu chiante, mais pour construire une réflexion, faut bien passer par ça. Sinon, on parle dans le vent. Bref, commençons. Premièrement, il y a la dopamine. Qu'est-ce que la dopamine? Vous la connaissez sans doute, c'est la molécule du plaisir et de la récompense. Lorsque vous êtes en présence de l'être apparemment aimé, votre cerveau en libère à profusion, vous procurant une sensation d'euphorie et d'excitation. Cette poussée de bien-être est semblable à celle que l'on ressent en consommant des drogues. C'est la raison pour laquelle l'amour peut parfois sembler aussi addictif. Ensuite, on a l'ocytocine, connue comme l'hormone de l'attachement. L'ocytocine est libérée lors des contacts physiques comme les câlins, les baisers et les rapports sexuels. Elle renforce les liens émotionnels et crée un sentiment de proximité et de sécurité avec votre partenaire. C'est elle qui vous fait sentir en parfaite symbiose avec l'autre. Par ailleurs, on a la vasopressine. Semblable à l'ocytocine, la vasopressine joue un rôle clé dans la formation des liens à long terme. De nombreuses études sur les animaux ont montré que cette hormone est essentielle pour maintenir les relations monogames chez certaines espèces animales. Elle agit comme un ciment émotionnel, consolidant les relations en favorisant la fidélité. Enfin, on a la fameuse sérotonine. A l'inverse, lorsque vous tombez amoureux, les niveaux de sérotonine peuvent diminuer, ce qui est souvent associé d'ailleurs à une obsession pour l'être aimé. Chaque pensée de cette personne envahit votre esprit, perturbant parfois votre routine quotidienne. Cette diminution de la sérotonine peut expliquer pourquoi l'amour peut parfois ressembler à une douce folie, où l'obsession prend le dessus sur la raison. L'illusion des premiers jours. Au début d'une relation, ces hormones, elles créent une véritable illusion. Vous voyez votre partenaire à travers des lunettes roses, ignorant souvent ses défauts et exagérant ses qualités. Cet état d'euphorie peut durer de quelques mois à quelques années, n'est-ce pas?
mais il est par nature temporaire. Comme l'a montré André Comte-Sponville, l'amour passionnel est souvent trompeur. Ce n'est pas l'autre qu'on l'aime, c'est l'image idéalisée que l'on se fait de lui. En d'autres termes, vous êtes amoureux de l'idée de l'amour, plus que de la personne réelle. Il faut qu'on parle de ce côté drogue des hormones, parce que le processus est terriblement similaire. L'amour peut littéralement être addictif. La dopamine, souvent appelée hormone du plaisir, est également impliquée dans les mécanismes d'addiction. Lorsque vous êtes avec l'être aimé, votre cerveau libère de la dopamine, créant une sensation de bonheur intense et immédiat. Et rappelez-vous que tout ce qui est immédiat est souvent assez néfaste. Mais que se passe-t-il lorsque cette source de plaisir est soudainement retirée? Eh bien, on a le manque. Comme un drogué en manque de sa dose, être privé de l'objet de votre affection peut provoquer des symptômes de sevrage. Vous pouvez ressentir une profonde tristesse, de l'anxiété, voire des symptômes physiques, tels que des troubles du sommeil et de l'appétit. Ce manque peut pousser certaines personnes à des comportements irrationnels, cherchant désespérément à retrouver cette sensation de bien-être. Et tout ça, ça mène à ce que j'appelle la folie amoureuse. Le terme n'est pas exagéré. Le manque de ces hormones peut rendre fou. Vous pourriez devenir obsédé par des pensées de réconciliation, vérifier compulsivement votre téléphone pour un message ou même envisager des actions drastiques pour récupérer votre amour perdu. C'est pourquoi comprendre cet aspect biologique est crucial pour naviguer dans les eaux tumultueuses des relations amoureuses. Et d'ailleurs, pour revenir à la vidéo que j'ai faite au sujet de la manipulation, notamment des femmes, en fait, on joue sur ces leviers hormonaux. C'est quand on a compris ces mécanismes hormonaux qu'on peut les utiliser à des fins de manipulation. Par ailleurs, j'ai envie de vous dire, la manipulation, ce n'est pas forcément mauvais. Ce qui compte, ce n'est pas les cartes, c'est ce que vous en faites. On peut manipuler quelqu'un pour une fin qui est juste, honorable. Si vous êtes amoureux et que votre seul objectif est de rendre la femme aimée amoureuse, je ne vois pas où est le mal. Bref, le problème, c'est la descente de ces hormones. Avec le temps, les niveaux de ces hormones diminuent et la réalité reprend ses droits. La passion s'estompe. À force de consommer ces hormones, elle n'arrive plus à vous berner, à camoufler la réalité, à la rendre autre qu'elle ne l'est. C'est là que beaucoup de relations connaissent des turbulences. Les imperfections de votre partenaire, son côté ennuyant, banal, tous ces éléments deviennent plus apparents et le quotidien peut sembler moins excitant. Vous le sentez, ça va bientôt nous mener à questionner la pertinence de l'amour en soi. Mais nous verrons ça un peu après. Mais d'ailleurs, j'aimerais faire une petite aparté sur cette dimension hormonale. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on remarque que on tombe toujours amoureux de ce qui semble inaccessible. Et alors, on parle souvent de ça du côté des femmes, mais c'est aussi le cas du côté des hommes. En fait, souvent, la femme qui vous rend amoureux, c'est la femme qui intrinsèquement est au-dessus de ce à quoi vous avez accès habituellement. Ça peut être au-dessus d'un point de vue physique, c'est souvent le cas, mais ça peut être intellectuel, financier, etc. En fait, l'hypergamie, il n'est pas purement féminin. Et en fait, quand une femme se trouve au-dessus de ce à quoi vous avez accès habituellement, vous avez comme un choc hormonal. C'est-à-dire que vos hormones vous disent, celle-là, il faut l'avoir. Vous voyez? Et je pense que c'est lié à ça aussi, tous ces conseils qui sont souvent donnés dans le domaine de la séduction, de paraître inaccessible, de théâtraliser son succès, etc. En fait, c'est juste pour ça. C'est pour paraître au-dessus de ce à quoi la personne a l'habitude de prétendre. Et ça, c'est quelque chose qui rend fou d'un point de vue hormonal. 2. A-t-on inventé l'amour pour rendre la société fonctionnelle? Personnellement, je pense que l'amour romantique est largement mis en scène pour structurer et stabiliser la société. Vous savez, quand on vous met quelque chose dans la tête dès l'enfance, ça devient comme une seconde nature. C'est-à-dire que ce n'est pas intrinsèquement naturel, mais ça devient tout comme. Ça ne veut pas dire que c'est mal, d'ailleurs. Une société sans construction sociale est une société, à mon sens, profondément dysfonctionnelle. Divers penseurs et chercheurs ont proposé que l'amour, tel que nous le comprenons aujourd'hui, est en partie une construction sociale destinée à promouvoir la cohésion et l'organisation sociale. L'amour comme construction sociale. L'amour romantique, en particulier, c'est une invention en fait relativement récente dans l'histoire de l'humanité. Avant l'ère moderne, les mariages étaient généralement arrangés pour des raisons économiques et politiques plutôt que pour l'amour. L'amour romantique, tel que nous le concevons aujourd'hui, a commencé à émerger au Moyen-Âge, avec l'amour courtois, et a été popularisé plus tard par la littérature et la culture occidentale. Je vous conseille dans ce cadre d'ailleurs L'amour et l'Occident de Denis de Rougemont. Il argue que l'amour courtois des troubadours médiévaux a façonné notre compréhension moderne de l'amour. Il soutient que l'idée de l'amour romantique a été cultivée pour créer une nouvelle forme de relation humaine, distincte des arrangements matrimoniaux
pragmatique qui prédominait auparavant. Il y a une fonctionnalité sociale de l'amour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour romantique et le mariage basé sur l'amour peuvent avoir des fonctions sociales importantes, même significatives. En encourageant les relations basées sur l'affection et le choix personnel, ces concepts contribuent à la stabilité sociale et à la coopération. Aussi, elle a pour origine évidente l'essor incroyable de l'individualisme. Vous savez, cette idéologie dans laquelle nous sommes toujours noyés, et qui part du postulat selon lequel les individus sont en droit de faire leurs propres choix et qu'ils en ont les pleines capacités. On verra un peu après, mais en réalité, cette évidence n'est pas si évidente. Lorsque l'on voit les taux de divorce, on peut se questionner quand même. Quand on voit qu'il y a 25% de parents célibataires, pouvons-nous légitimement considérer que cette vision individualiste rend réellement la société fonctionnelle et saine ? Je vous ai dit que l'amour était peut-être une construction sociale, mais dans quel but ? L'amour comme outil de contrôle social. Certains sociologues et philosophes suggèrent également que l'amour et le mariage ont été utilisés comme outils de contrôle social. En canalisant les désirs et les passions humaines dans des structures acceptables, les sociétés peuvent maintenir l'ordre et la stabilité. D'ailleurs, petit aparté, vous savez, quand quelqu'un a énormément de rapports sexuels, de façon complètement décomplexée, on le traite souvent d'animal, vous voyez ? Et c'est un autre sujet, je digresse un peu, mais il y a une volonté historique en Occident d'éloigner l'homme de sa dimension animale. Pour ça, je vous conseille Norbert Elias, La dynamique de l'Occident. Bref, le mariage, en particulier, il est souvent perçu comme une institution qui régule le comportement sexuel, justement, et assure la transmission des biens et des valeurs d'une génération à l'autre. Pour ça, je vous conseille Histoire de la sexualité de Foucault. Bon, personnellement, je pense que réduire l'amour à une simple construction sociale, ou à un outil de contrôle social, c'est un peu trop cynique, et ça ne rend pas justice à la profondeur et à la complexité de l'expérience amoureuse. Mais il y a sans doute, tout de même, un peu de ça. Sinon, pourquoi l'échangisme et les partouzes paraîtraient si bizarres ? Donc, l'idée que l'amour pourrait avoir été inventé ou au moins façonné pour rendre la société fonctionnelle, ça ouvre quand même des perspectives intéressantes sur la nature des relations humaines, n'est-ce pas ? Que ce soit pour des raisons de stabilité sociale, de contrôle des comportements, ou de promotion de l'épanouissement personnel, l'amour romantique joue un rôle central dans notre compréhension de la vie en société. En explorant ces dimensions, nous pouvons mieux comprendre les dynamiques complexes qui sous-tendent nos expériences amoureuses et les attentes que nous avons de nos relations. 4. Le mariage d'amour a-t-il échoué ? Le mariage d'amour, cette idée romantique où deux personnes s'unissent par amour et non par obligation ou arrangement, c'est une notion en fait relativement moderne dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, malgré son idéalisation, ce modèle semble faire face à des défis significatifs dans les sociétés contemporaines. C'est une vision largement naïve de l'union de deux personnes, et je vais vous expliquer pourquoi. Avant le XVIIIe siècle, en fait, les mariages, ils étaient souvent arrangés pour des raisons économiques, politiques, sociales. L'amour romantique n'était pas considéré comme une base suffisante pour le mariage. Cependant, avec les Lumières et l'avènement de la modernité, l'idée que l'amour devait être la principale raison de l'union matrimoniale a largement gagné en popularité. Vous savez, on a souvent ce réflexe de considérer nos ancêtres comme des abrutis. Faut savoir quand même que l'écrasante majorité des sociétés qui ont existé dans l'histoire humaine ne se sont pas structurées par des unions amoureuses. Vous savez, même quand le QI d'une société humaine, ou on va dire sa capacité scientifique, ils ont quand même toujours une sagesse, on va dire ancestrale, pour faire au moins fonctionner les rapports humains. D'ailleurs, en termes de rapports humains, on est une des sociétés les plus dysfonctionnelles historiquement. Donc, si toutes ces sociétés répugnent l'amour en ce sens qu'ils se refusent à structurer la famille par l'amour, c'est qu'il y a sans doute une raison. D'ailleurs, on peut voir le taux de divorce. Par exemple, en France, c'est près de 45% des mariages qui finissent par un divorce. Et vous imaginez, 45%, c'est énorme. C'est un couple sur deux. On le voit bien, le mariage d'amour, c'est également soumis à une pression sociale intense. Le mariage, de nos jours, il est perçu comme une étape nécessaire pour l'accomplissement individuel. Et il y a un jugement terrible envers les personnes
qui s'unissent non pas par amour, mais par intérêt. Voyez comment un Français va juger un vieux Britannique de 80 ans qui se met avec une jeune Thaïlandaise de 25 ans jolie. Mais en fait, ils sont extrêmement fonctionnels, parce que chacun apporte à l'autre ce que l'autre cherche. Et c'est pour ça qu'avant les couples étaient éternels, parce qu'ils avaient la conscience, finalement, que créer une famille, c'était avant tout créer une petite société fonctionnelle. Vous voyez ? Et d'ailleurs, comment un couple dure la plupart du temps ? C'est quand un couple a la responsabilité et la conscience de comprendre qu'une fois passé la folie hormonale et le côté passionnel, eh ben, il y a l'étape de mettre au monde un enfant. Et l'enfant, il permet de transférer ce sentiment passionnel vers l'autre. C'est-à-dire que ça devient une relation triangulaire. C'est-à-dire que l'amour entre deux personnes s'estompant tendanciellement le retransmet vers l'enfant. Et ça donne, en fait, une relation amoureuse triangulaire dans laquelle on s'engage avec responsabilité et qui permet en fait de tenir et d'avoir un foyer d'amour. C'est ça que j'appelle. Le vrai amour, c'est le foyer d'amour selon moi, mais j'expliquerai un peu après. En tout cas, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment réussir à conscientiser, c'est que par rapport aux autres cultures et aux autres époques, le mariage d'amour qui nous paraît si naturel, qui est devenu une seconde nature, eh ben, elle est plutôt l'exception que la règle. Et c'est là qu'on revient un petit peu à Michel Foucault, qui explique que le mariage, en fait, c'est une institution qui joue un rôle fondamental dans le contrôle des individus. Vous voyez, on a beau idéaliser le mariage d'amour, il fait face à de nombreux défis dans le monde moderne. Sinon, on n'aurait pas 25% de parents célibataires, hein, c'est les statistiques à la française, je pense que c'est beaucoup des mères célibataires, et c'est extrêmement dur. Bon, mon avis personnel. Au fond, l'amour, n'est-ce pas avant tout une profonde amitié teintée de compatibilité sexuelle et soutenue par des intérêts communs qui permettent la construction d'une mini-structure collective viable. Lorsque nous dépouillons l'amour de ses illusions et de ses mystères, il reste une relation fondée sur l'affection mutuelle, le respect, la coopération, mais surtout sur la descendance. C'est-à-dire de prendre soin de l'être qui vous est le plus cher, c'est-à-dire celui que l'on met au monde. Après, je ne dis pas, personnellement, j'adore la dopamine, et j'adore cette sensation que l'on a lors des premiers amours, lorsque on perd en quelque sorte le contrôle, tellement l'autre nous éblouit. Et donc en fait, sans doute que la solution optimale, c'est de lier intérêt et amour. Amour au sens où on l'a défini, c'est-à-dire la puissance des hormones qui nous poussent à aimer l'autre. Bon, vous me direz ce que vous pensez de cette question, je pense qu'elle concerne beaucoup de gens et que beaucoup d'entre vous se sont déjà posé la question, est-ce que l'amour existe vraiment finalement ? Bah, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et n'hésitez pas à m'envoyer un mail. C'était Les Chroniques du Lion, à la prochaine.